Ils ont mis ça et ça va faire très mal. Aujourd'hui, on parle des nouveaux MacBook Pro et de toutes les annonces qui ont été faites durant le keynote Apple d'hier soir. Hier, Apple a donc tenu un tout nouveau keynote, un keynote qui a été d'ailleurs assez court puisqu'il a duré moins d'1 heure. Cela étant, les annonces se sont succédées à un rythme effréné et la firme nous en a mis plein les yeux. Après avoir commencé avec les AirPods 3, elle a ainsi présenté son plat de résistance, à savoir les toutes nouvelles puces Apple Silicon, le M1 Pro et le M1 Max. Des puces que l'on retrouve à bord des nouveaux MacBook Pro et qui envoient clairement du lourd. Étrangement, Apple a décidé de démarrer sa conférence de presse avec de la musique. Et la firme en a profité donc pour dévoiler un tout nouveau forfait pour Apple Music, à savoir Music Voice, ou plutôt Music Voice. Ce forfait est entièrement tourné vers Siri, et il va donc intéresser toutes les personnes qui ont un HomePod à la maison. Music Voice leur permettra effectivement de jouer de la musique sur leurs enceintes, mais aussi de lancer des playlists conçues spécialement par Apple. Le tout pour seulement 4,99 € par mois, soit l'équivalent du forfait pour les étudiants. En plus de ça, Apple a également présenté de nouveaux coloris pour le HomePod mini, des coloris qui s'alignent sur ceux des nouveaux iMac. L'enceinte décline donc désormais en plus en orange, en jaune ou en bleu. Et il faut le reconnaître, la version jaune est particulièrement jolie. Pour poursuivre, Apple a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les très attendus AirPods 3. Forcément, pas mal de nouveautés sont au programme et on commence avec un design qui s'inspire beaucoup de ceux des AirPods Pro. Cela étant, attention car les AirPods 3 ne viennent pas se ranger dans la catégorie des intra-auriculaires et donc les écouteurs viendront prendre appui à l'intérieur de l'oreille, tout comme c'était le cas avec les modèles précédents. Côté fonction, on retrouve sans surprise l'audio spatial, une technologie sur laquelle Apple a beaucoup misé et qui n'était présente jusqu'à présent que sur les AirPods Pro et les AirPods Max. On aura également droit à de l'égalisation adaptative pour un son qui sera automatiquement calibré par les écouteurs, mais aussi à un boîtier de rangement enfin compatible avec le MagSafe. Apple promet également de meilleures basses grâce à un ampli développé en interne, et les microphones pour leur part sont recouverts d'un tissu mèche qui permettra de couper le vent pour améliorer la qualité des voix. En prime, on a aussi une résistance à l'eau, à la sueur et une autonomie de 6 heures, ce qui est pas mal pour des écouteurs sans fil. Et avec le boîtier, on pourra l'étendre à 30 heures. L'année dernière, Apple a surpris tout le monde avec le M1, une puce tout bonnement formidable et que j'utilise depuis bientôt 1 an au quotidien. En effet, toutes mes vidéos sont montées sur un MacBook Pro M1 et plus précisément sur la configuration d'entrée de gamme. Car en effet, si le M1 était conçu pour des machines plutôt grand public, la puce s'est avérée aussi puissante que les gros processeurs Intel et AMD. Et à présent, la concurrence va donc devoir faire face à 2 nouvelles puces, le M1 Pro et le M1 Max. Des puces qui sont complètement dingues. Concrètement, ces puces sont gravées en 5 nanomètres et elles embarquent respectivement 33 et 57 milliards de transistors. Tout comme le M1, on est sur une architecture de type SoC et donc tout est regroupé au sein d'une seule et même puce. Le CPU de son côté va embarquer entre 8 et 10 cœurs répartis en 2 clusters suivant les configurations. Et sur le GPU, on pourra atteindre, attention, les 32 cœurs au maximum. S'ajoute à la liste un Neural Engine composé de 16 cœurs et entre 16 et 64 Go de mémoire vive partagée. La bande passante de son côté va varier d'une puce à l'autre. Sur le M1 Pro, on pourra atteindre les 200 gigabits par seconde et sur le M1 Max, la valeur est doublée pour atteindre les 400 gigabits par seconde. À titre de comparaison, la PS5 est un tout petit peu au-dessus et je crois qu'elle tourne autour des 450 gigabits par seconde. Précision en revanche qui a son importance, les M1 Pro et les M1 Max se déclinent en plusieurs versions. Pour le M1 Pro par exemple, on aura une version de base avec un CPU de 8 cœurs seulement, il faudra donc prendre la configuration au-dessus pour avoir un CPU de 10 cœurs. Concernant le GPU, il démarre sur les 2 puces à 16 cœurs, mais en option, on pourra monter à 32 ou 64 cœurs. Donc il y a pas mal de variations, mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute dans une autre vidéo. Ce qui nous amène finalement au clou du spectacle, à savoir les nouveaux MacBook Pro. Alors côté design, il y a pas mal de changements, mais on a toujours 2 modèles qui sont proposés. On a un modèle qui embarque un écran de 14,2 pouces, oui c'est précis, et un autre avec un écran de 16,2 pouces. A noter que le modèle 13 pouces sous M1 reste au catalogue, et en fait il va venir se positionner sur l'entrée de gamme. Concernant les écrans, Apple a sévèrement rogné sur les bordures pour libérer un maximum de place, mais ce qui est un petit peu étrange, c'est que du coup on va retrouver une encoche.
Alors je vais être franc, hein, quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, c'est sûr, on va avoir Face ID sur les MacBook Pro, mais en fin de compte, non, c'est pas le cas. Dans cette encoche, on va uniquement retrouver une caméra frontale capable de filmer en 1080p. Une caméra frontale qui sera d'ailleurs associée à un nouveau processeur d'image pour obtenir une image plus détaillée, plus nette, avec un meilleur respect du grain de la peau. Alors forcément, on a deux modèles différents, avec des écrans différents, et ça se traduit par des poids différents. Donc concrètement, le MacBook Pro le plus compact ne pèsera que 1,6 kg, ce qui est plutôt pas mal. Mais en revanche, le second modèle atteindra les 2,2 kg. Il faudra donc bien choisir son MacBook Pro. Et puis ensuite, on a l'écran, et clairement, il a l'air tout à fait incroyable. Dans les deux cas, on est sur une dalle liquide Retina XDR avec des résolutions qui vont changer d'un modèle à l'autre. Alors j'ai pris des notes. Concrètement, sur le modèle 14 pouces, enfin 14,2 pouces, on va avoir un écran affichant une résolution en 3024 par 1964. C'est assez énorme. Et sur le modèle de 16,2 pouces, on va monter à 3456 pixels par 2234. Quant à la luminosité, elle reste dans les deux cas la même, elle sera comprise entre 1000 et 1600 nits, ce qui est franchement remarquable pour un laptop. Les contrastes pour leur part sont infinis et les dalles des MacBook Pro seront capables d'afficher 1 milliard de couleurs avec le support intégral de l'espace colorimétrique P3. Et on a bien entendu droit aussi au True Tone. Mais ce n'est pas tout, car le Pro Motion fait aussi son entrée sur les MacBook Pro. On aura donc dans les deux cas des dalles qui pourront atteindre les 120 Hz. On reste d'ailleurs sur une architecture similaire à celle des iPhone 13 Pro plutôt, et concrètement ce taux de rafraîchissement sera adaptatif, il va donc varier en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre MacBook Pro. L'idée étant bien entendu de réduire au maximum ce taux de rafraîchissement pour pouvoir économiser un maximum de batterie. Sous le capot et sans grande surprise, on va retrouver les puces M1 Pro et M1 Max avec un maximum de 64 Go de RAM et pas moins de 8 Tera en SSD. Mais alors là, attention, on parle d'options qui sont vraiment proposées à des prix complètement dément. Il faudra rajouter plusieurs centaines d'euros pour obtenir les configurations les plus robustes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques simulations, et si vous voulez un MacBook Pro full option, ça peut très vite monter autour des 7500-8000 euros. Petite précision qui a son importance, sur les SSD, on va avoir une bande passante maximale de 7,4 gigabits par seconde, et là encore, c'est franchement impressionnant d'arriver à avoir de telles performances sur un laptop. Sans surprise, l'autonomie va varier d'un modèle à l'autre. Apple évoque à peu près 17 heures en lecture de vidéo, mais sincèrement, il vaudra mieux attendre les premiers retours pour savoir ce qu'il en est réellement. Maintenant, quand je vois les perfs de mon MacBook Pro M1, je me dis qu'on peut quand même être enthousiaste. Et puis ensuite, on a une connectique qui a été entièrement revue. On retrouve toujours 3 ports Thunderbolt 4, mais derrière, on va aussi avoir une sortie HDMI plein format et un lecteur de carte SDXC. Le tout avec une prise jack 3,5 mm. Et un connecteur MagSafe, connecteur qui fait donc son grand retour. La Touch Bar de son côté tire sa révérence et est remplacée par une barre de touche de fonction assez traditionnelle. En revanche, le lecteur Touch ID reste présent et toujours placé au même endroit. Alors clairement, la transition amorcée l'année dernière par Apple avec les M1, avec les MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini M1, prend aujourd'hui un tout nouveau virage. À l'époque, Apple avait fait le choix de se focaliser en fait sur des machines grand public, sans doute pour laisser le temps aux éditeurs, aux développeurs de parfaire leurs applications et de les rendre compatibles avec la plateforme Apple Silicon. Un choix qui a été finalement plutôt judicieux, de par ses performances, le M1 s'est rapidement retrouvé sous le feu des projecteurs, et du coup ça a apporté beaucoup de caution à Apple. Et à présent donc la firme est de retour avec deux puces qui sont tournées vers les professionnels et les utilisateurs les plus exigeants. Et il faut bien le reconnaître, sur le papier, l'offre semble plutôt solide. Maintenant, on ne peut pas non plus s'empêcher de relever quelques incohérences. C'est-à-dire qu'on a un MacBook Pro qui est remarquable, avec un écran magnifique, une puissance de calcul qui s'annonce phénoménale, beaucoup de mémoire vive, de gros SSD, et derrière, Apple revient en arrière au niveau de sa connectique en proposant du HDMI, un port qui avait complètement disparu de tous les laptops de la firme, et en proposant un slot SD. Alors attention, moi je suis pas contre l'idée d'un slot SD, ça va m'être utile personnellement dans la vie de tous les jours, mais voilà, je pense aussi aux confrères qui ont des caméras professionnelles, des caméras qui souvent ont des cartes CF, qui tournent avec des cartes CF, et là pour le coup, ce slot finalement il n'a pas grand intérêt. Il n'y a même aucune raison d'être. Et puis il y a aussi tout le blabla qui a été fait autour de la disparition de la Touch Bar, et là je pense sincèrement qu'Apple a quand même fait une erreur, parce qu'en regardant le keynote, clairement on avait l'impression que cette barre de touche de fonction était tout à fait révolutionnaire.
alors que dans les faits, c'est pas vraiment le cas. C'est juste une barre avec des touches de raccourci. Toujours est-il qu'on aura l'occasion de reparler prochainement du nouveau MacBook Pro, puisque j'ai commandé le modèle 14 pouces avec un M1 Max et pas moins de 32 Go de mémoire vive. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles bécanes, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!